Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Academia pour le mois d'avril 2024. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième épisode du cycle sur la tradition primordiale. Il y a 2 mois de cela, je vous avais proposé le premier épisode qui faisait également l'introduction à ce cycle, où j'abordais le sujet de la tradition primordiale avec les outils de la religion et des mythes. Le but était de faire une analyse comparative des différents archétypes mythiques et également une analyse comparative des différents concepts religieux afin de déceler s'il y avait une moelle commune, un fond commun, une hypothétique religion première qui aurait nourri tous les concepts ultérieurs. Alors, le sujet de la tradition primordiale étant particulièrement complexe, j'ai décidé de le découper en 3 émissions. Le but étant surtout de prendre 3 angles d'approche différents pour poser la même question et donc avoir un point de vue plus objectif, plus large sur la thématique, afin de déceler s'il y a ou s'il existe réellement cette fameuse tradition primordiale. Dans le deuxième épisode d'aujourd'hui, je vais utiliser les outils de l'histoire et de l'archéologie. Nous allons étudier les anciennes civilisations de l'Antiquité et même de la protohistoire afin de les comparer, d'observer les cohérences, d'observer les différences et de voir s'il existe une hypothétique civilisation primordiale qui donc aurait ensemencé les peuples de l'Antiquité pour donner les civilisations que l'on connaît. Donc c'est une recherche avec de nouveaux outils qui va nous donner un éclairage nouveau sur la même question. Par la suite, dans une 3e émission qui interviendra dans 2 mois, j'aborderai encore une fois le sujet de la tradition primordiale, mais cette fois-ci avec les outils de l'ésotérisme et de la symbolique, où nous étudierons les différentes traditions, Kabbale, soufisme, gnose, hermétisme, etc., afin de voir s'il existe encore une fois sur le plan ésotérique une tradition primordiale. Mais ne brûlons pas les étapes, aujourd'hui nous allons parler d'histoire et d'archéologie, et pour ce faire, voici le plan de l'émission. Tout d'abord, une petite introduction où nous allons parler de la notion de temps mythique, qui est essentielle pour comprendre la tradition primordiale. Ensuite, une première partie, où nous parlerons donc de l'hypothèse antédiluvienne, les hypothétiques civilisations qui auraient existé avant le déluge, où nous traiterons de l'Atlantide, d'Hyperborée, de Shambhala, de l'Agartha, et j'en passe bien évidemment, nous détaillerons tout cela. Ensuite, en deuxième partie, nous ferons une analyse comparative des civilisations de l'Antiquité et de la protohistoire, afin de voir s'il y a des éléments communs, des différences, etc., et de remonter le fil de cette hypothétique civilisation primordiale, qui sera le sujet de la 3e partie. Et puis une conclusion provisoire, bien entendu, ce sera le bilan de cette 2e enquête, que nous allons associer avec le bilan de la première enquête, et nous ouvrirons la porte pour la future 3e émission, qui interviendra au mois de juin. Pour introduire notre sujet de ce jour, il est fondamental de comprendre la notion de temps mythique. Tout d'abord, qu'est-ce que le temps historique ? Eh bien, le temps historique, c'est celui que l'on peut analyser par des monuments, par des documents, par les outils de l'histoire et de l'archéologie, avec l'étude des anciennes civilisations, l'étude des sociétés anciennes, l'étude des traditions, des religions, des rites, des coutumes, de tout ce que vous voulez sur un plan historique, encore une fois. Le temps mythique, lui, est totalement différent. Il est, d'une certaine façon, hors du temps historique, hors du temps. Il se passe dans des temps anciens, non définis, non précis. Il n'y a pas une datation, moins 2000 ans, moins 5000 ans, moins 10 000 ans. Le temps mythique se passe complètement hors de la chronologie. D'une certaine façon, on pourrait dire que le temps mythique, c'est le temps des dieux, ou le temps des héros, le temps des épopées mythologiques, ou le temps des récits théogoniques et cosmogoniques. Par exemple, le temps mythique au niveau de la Bible ou des religions abrahamiques, eh bien le temps mythique, il se déroule avant Noé, avant le déluge. C'est un temps indéfini qui est le temps d'Adam et Ève et de leur descendance avant le grand cataclysme. De la même façon, par exemple, chez les Grecs, le temps mythique, c'est le moment où Zeus combat son père Chronos, c'est la titanomachie, la guerre entre les Olympiens et les Titans, la gigantomachie, la guerre contre les géants, etc., etc. Il n'y a pas d'échelle chronologique précise, nous sommes hors du temps historique, dans des temps anciens, le temps où les hommes marchent avec les dieux. De la même façon, si l'on se place dans les religions hindoues, les religions aztèques, etc., nous allons toujours retrouver au cœur des systèmes religieux la notion de temps mythique, hors de notre échelle conventionnelle et donc dans des temps lointains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette notion de temps mythique, elle est centrale tout d'abord dans les systèmes religieux, mais elle est également centrale parfois dans la construction des sociétés au cœur des anciennes civilisations.
Le temps mythique, c'est l'âge d'or des temps passés. Le moment, encore une fois, où l'homme marche avec les dieux, où les dieux sont au plus près des hommes. C'est le moment où se passent les grandes épopées, les grands mythes fondateurs, etc., etc. Cela se place toujours hors de l'échelle de temps acceptable. Donc, de ce fait, s'il existe une tradition primordiale, celle-ci est toujours située hors du temps historique, elle est située dans le temps mythique. Pour reprendre un exemple, si on reprend le cadre biblique, il y a le temps mythique qui se place avant Noé. Or, la tradition primordiale, elle est transmise par Moïse via la révélation divine dans le texte de l'Exode. Néanmoins, cette tradition primordiale, elle existe avant. Elle était déjà là au temps adamique, c'est-à-dire dans les temps mythiques. Et de la même façon, tous les secrets qui sont donnés des dieux aux hommes peuvent intervenir suivant des révélations, mais il existe de façon native dans ces temps mythiques. Donc, la tradition primordiale se place dans le temps mythique, hors du temps historique, et c'est là qu'il va nous falloir chercher. Et vous avez compris l'immense difficulté. Alors, pour ce faire, nous allons attaquer la première partie, où nous allons parler de cette hypothèse antédiluvienne, de l'hypothétique civilisation, ou des hypothétiques civilisations qui auraient existé dans les temps mythiques. Alors, pour cela, on va tout d'abord parler de l'histoire secrète de l'humanité, un concept que l'on pourrait considérer comme étant de la pseudo-histoire ou de la méta-histoire, avec l'idée que notre connaissance des civilisations serait imparfaite et qu'il existerait justement ces civilisations des temps passés, et nous allons suivre un petit peu ce cheminement. Ensuite, nous parlerons des cités des temps mythiques, c'est-à-dire les mythes de l'Hyperborée, de l'Atlantide, de Shambhala, de l'Agartha, et d'autres bien entendu. Puis ensuite nous aborderons le concept du grand cataclysme, c'est-à-dire la frontière entre le temps historique et le temps mythique. Puis nous continuerons avec l'héritage des civilisations perdues, c'est-à-dire que s'il existe hypothétiquement ces civilisations des temps mythiques, eh bien au-delà de ce grand cataclysme, il y aurait des éléments qui auraient survécu par héritage lors des civilisations proto-historiques et des civilisations antiques. Et nous terminerons cette première partie avec la question: la civilisation primordiale ou l'âge d'or a-t-elle une cohérence déjà, ce qui nous permettra la suite de notre aventure. Alors, pour débuter, tentons de comprendre quel est le concept de l'histoire secrète de l'humanité et comment s'articule cette pensée. De nombreux chercheurs alternatifs, dirons-nous, ou adeptes de l'ésotérisme, ou chercheurs indépendants plus largement, postulent l'idée que notre connaissance du passé serait erronée, basée sur de mauvaises considérations, avec une suite linéaire du développement des civilisations, et que tout ceci serait fantoche. En réalité, il y aurait une autre histoire de l'humanité, une histoire secrète, une histoire cachée. Alors, par rapport à ce simple postulat, certains vont hypothétiser que cette histoire est secrète ou cachée par volonté de dissimulation, qu'il y aurait une sorte de grand complot qui tente de nous dissimuler la connaissance de notre passé, et d'autres, un peu plus modérés, considéreront simplement que les historiens et archéologues actuels ont des biais de fonctionnement avec des certitudes inexactes qui fait que cette histoire n'est pas étudiée de façon objective, peut-on dire. Voici leur raisonnement de base. Il existe de nombreux livres qui traitent de la question et aussi des documentaires. Pour citer La révélation des pyramides, Bâtisseurs de l'Ancien Monde, K2019 ou encore Mégalithe, un monde oublié, sont autant de documentaires qui postulent l'idée de cette histoire secrète de l'humanité avec une hypothétique civilisation primordiale qui aurait ensemencé le monde, donnant naissance aux civilisations antiques. C'est ça le concept d'histoire secrète de l'humanité. Alors, quels sont leurs arguments ? Eh bien, leurs arguments puisent notamment largement dans les mythologies et l'histoire religieuse, avec des archétypes mythiques qui vont se retrouver. Par exemple, la destruction de l'Atlantide, par exemple, la disparition ou la dissimulation de la cité de Shambhala, par exemple, l'idée du monde ou du pays des Hyperboréens dans la mythologie grecque, et tout un tas d'autres récits qui présente l'idée d'une civilisation d'un temps passé qui aurait été détruite ou qui aurait mystérieusement disparu et qui mériterait d'être recherchée ou d'être étudiée pour trouver la source des civilisations antiques. Ça, c'est un des arguments. Ensuite, on va trouver tout un tas de curiosités archéologiques, d'artefacts insolites ou improbables qui sont difficilement interprétables dans leur contexte et que ces chercheurs alternatifs vont postuler comme étant des vestiges de ces anciennes civilisations mythiques disparues. Autre argument, ils vont nous présenter, toujours dans les récits mythiques, tout un tas
d'archétypes qui s'articulent sur ce grand cataclysme, cette grande destruction que l'on va retrouver plus ou moins dans toutes les civilisations et qui serait l'élément commun qui atteste qu'il y a bel et bien eu cette grande destruction sur le plan historique et donc qu'avant il y aurait cette hypothétique civilisation mythique. Ça, c'est un troisième argument. Ensuite, il va y avoir les éléments plus basés sur l'archéologie, ou plus précisément sur l'art de l'architecture, avec tout un tas de monuments, comme par exemple les pyramides de l'Égypte ancienne, les ziggourats de Mésopotamie, les pyramides de Mésoamérique, etc., ou l'île de Pâques encore, avec ces constructions improbables, et ces chercheurs estiment que ces constructions ne pourraient pas être l'œuvre des civilisations auxquelles on les prête habituellement, puisque ces civilisations n'auraient pas disposé de la technologie suffisante pour ériger ces monuments, qu'il y aurait également une cohérence dans toutes ces constructions, et qu'elles puiseraient donc, du moins dans les connaissances, à une source commune. Et donc, ils considèrent que toutes ces constructions sont en réalité l'œuvre des bâtisseurs de cette civilisation primordiale, ou à minima de leur héritier qui aurait conservé une partie de ce savoir et qui aurait livré ces témoignages de Pierre afin de nous informer sur la réalité et sur les connaissances de cette civilisation primordiale. Voici grosso modo les principaux arguments qui sont développés par les chercheurs alternatifs qui postulent l'existence de cette civilisation primordiale. Alors ça, tout ceci, on va l'appeler l'histoire secrète de l'humanité ou l'histoire alternative de l'humanité. Et pour ce faire, nous allons étudier maintenant les principaux mythes ou les principales cités ou civilisations qui sont hypothétiquement présentes dans ce temps mythique. L'une des premières, et sûrement l'une des plus connues, est la légende de l'Atlantide, transmise par le philosophe Platon au IVe siècle avant notre ère. Alors ces deux textes, le Timée et le Critias, d'abord sont des textes à portée philosophique qui s'adressent aux contemporains de Platon. Néanmoins, dans ce texte, l'auteur dit que la légende de l'Atlantide lui a été contée ou rapportée par Solon, par des intermédiaires bien sûr, et que ce dernier, Solon, le détiendrait lui-même des sages ou des savants de l'Égypte. Donc ce récit serait en fait l'histoire bien réelle de la civilisation de l'Atlantide qui se déroulerait 9000 ans avant Solon. Donc, comprenez, à ce stade, nous sommes bel et bien dans le temps mythique. On nous donne une date chronologique, mais celle-ci ne veut pas dire grand-chose, puisque l'échelle de temps, et surtout l'échelle de connaissance des Grecs du temps de Platon, remonte au mieux au temps de l'âge du chaos, c'est-à-dire sensiblement 1000 ans avant Platon, mais il n'y a aucune perception réaliste de ce qui se passe en 9000 ans avant notre ère. Nous sommes bel et bien dans le temps mythique, c'est-à-dire sans chronologie réellement établie. Peu importe, l'idée est que Platon place son Atlantide dans le temps mythique. Il nous fait un récit plus ou moins cosmogonique avec des divinités, et ceci s'intègre en fait dans le cadre de la mythologie ou des croyances des Grecs de cette époque. Autre élément, Platon nous fait un conte philosophique, et ces deux textes peuvent être considérés comme étant une métaphore, une allégorie, pour parler en fait de l'époque contemporaine des Grecs, avec la décadence de la civilisation de son temps. Mais certains en font une lecture littérale et considèrent que ceci est un récit authentique, que Platon tient de Solon puis des sages égyptiens, et raconterait la véritable histoire de l'Atlantide qui s'est dépassée dans des temps très anciens, et qu'il y aurait donc une civilisation particulièrement avancée, particulièrement brillante, qui aurait existé bien plus anciennement que la Mésopotamie ou que l'Égypte. Voici la base de la légende de l'Atlantide. Maintenant, parlons du mythe de l'Hyperborée. Alors, de la même façon, nous allons retrouver les sources de l'Hyperborée dans la culture grecque, puisque c'est certains historiens ou philosophes grecs qui rapportent des récits de personnages mythiques qui se seraient rendus dans le pays d'Hyperborée, donc les terres au-delà de Borée, une sorte d'extrême nord mythique, avec des personnages comme Abris l'Hyperboréen, par exemple, qui auraient été là-bas, rencontré les sages, et qui en auraient tiré de grandes connaissances. On y place également des divinités qui vivraient là-bas, comme par exemple Apollon, qui se rend régulièrement en Hyperborée. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les mythes grecs, l'Hyperborée, c'est la terre des dieux, la terre des grands sages, et là où se trouve une grande connaissance ou un haut degré de sagesse. Cela correspond très bien avec l'idée de tradition primordiale. Évidemment, quand on parle de l'Hyperborée au niveau géographique, pour les Grecs, on peut le prendre sur un plan tout à fait littéral, ce que certains font, mais on peut aussi le considérer sur un plan métaphorique ou allégorique. Les terres au-delà de Borée, c'est les terres au-delà des terres connues. Donc on est dans une sorte d'extrême lointain inaccessible, si vous voulez. Une terre
mythique, ce qui est déjà le cas du temps des Grecs. Mais certains le prennent littéralement et vont chercher une haute tradition, une civilisation des temps passés qui se placerait géographiquement, soit dans les terres de l'Europe nordique, par exemple en Scandinavie, pourquoi pas en Irlande, pourquoi pas en Islande, pourquoi pas même encore plus vers le pôle Nord, etc., etc. Il y a certains qui font une recherche réaliste, on va dire, de cette hyperborée. Un autre... Oui, je précise également qu'il n'y a pas trop de connotation de date, évidemment, avec l'hyperborée. On est vraiment, encore une fois, dans le temps mythique, si vous voulez. Un autre exemple qui est plus lointain cette fois-ci, puisqu'il nous vient d'Asie, c'est le mythe de la cité de Shambhala. Alors c'est un texte que l'on va retrouver pour la première fois, du moins de façon détaillée, dans la tradition bouddhiste et dans le texte du Tantra de Kalachakra, texte sensiblement du Xe siècle, qui nous parle d'un pays merveilleux, d'une terre où les hommes en chemin d'éveil sont au plus proche des bodhisattvas et des bouddhas, une cité inaccessible, seuls ceux qui ont atteint un certain degré d'éveil peuvent trouver cette cité. Alors qu'est-ce que nous dit le récit du Kalachakra ? Eh bien que Shambhala, en fait, est une cité qui est réelle mais inaccessible, et qu'il y a des conditions morales, des conditions spirituelles pour y avoir accès. Cela correspond parfaitement avec l'idée d'une tradition primordiale, parfaite, réservée à quelques seuls initiés, bien entendu. Évidemment, Shambhala ne se situe pas tellement chronologiquement, on est plus ou moins dans le temps mythique, hors du temps d'une certaine façon. Cette cité a toujours existé, elle existera toujours, mais ce qui permet d'y accéder ou de la retrouver n'est pas basé sur des connotations historiques ou archéologiques, c'est basé sur des éléments de nature spirituelle. Un autre exemple est celui de la cité souterraine ou le monde souterrain de l'Agartha. Alors tout d'abord, contrairement aux exemples cités préalablement, le mythe de l'Agartha n'est pas du tout ancien. En réalité, cela vient de la littérature romantique ou littérature fantastique du XIXe siècle, qui reprend certains mythes hindous et bouddhistes et qui parle de cette cité souterraine, d'un monde inaccessible qui se trouverait sous la terre. Alors cela fait écho un peu... on est dans les mêmes époques que Jules Verne, si vous voyez l'idée, avec l'idée de voyage au centre de la Terre, l'idée des mondes inaccessibles, l'idée de... toutes ces nouvelles sciences qui tentent d'étudier, en l'occurrence, la Terre et ce qu'il y aurait possiblement dedans, si je puis dire. Et donc, Agartha se place en fait dans ce contexte littéraire où on hypothétise que la civilisation mythique, le pays merveilleux de la tradition primordiale, eh bien, il n'est pas à la surface, c'est pour ça qu'on ne le trouve pas, il est dans la Terre. Et on trouve ça dans plusieurs romans. Donc, cela ne repose pas sur des sources anciennes, en l'occurrence, pour le mythe de l'Agartha. Mais certains en font une lecture littérale, notamment René Guénon ou Blavatsky, même dans une certaine mesure, qui du coup considèrent que l'Agartha est quelque chose de réel, en s'appuyant sur quelques mythes anciens, et vont dire que cette idée, il y aura un monde souterrain inaccessible, et c'est là que seraient conservées les archives secrètes de la tradition primordiale. Autre exemple, cette fois-ci plus proche de chez nous, c'est la légende de la cité d'Is en Bretagne. Alors c'est une légende qu'on trouve principalement dans la tradition orale et donc qui est difficile à dater, mais on peut attester l'existence de la légende sensiblement au 5e siècle de notre ère. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Il y a une ville merveilleuse, parée de grandes richesses, où vit un peuple très sage, mais un personnage maléfique, la princesse Dahu, la fille du roi, va se corrompre, va pactiser plus ou moins avec le diable, avoir des relations avec lui, elle va apporter le péché sur la ville de Is, et cette dernière sera détruite dans un cataclysme, une sorte de déluge localisé si vous préférez, et Is va disparaître sous les flots. Alors on peut faire d'énormes comparatifs évidemment avec la légende de l'Atlantide, mais on peut aussi considérer que c'est une adaptation du folklore breton par rapport au mythe biblique du déluge, donnant une explication théogonique à la disparition de cette ville. Alors, est-ce que Is a réellement existé ? C'est une autre question bien entendu, mais il y a l'idée que Is serait possiblement une cité qui détenait les connaissances de la tradition primordiale et qui a disparu, si vous voyez l'idée. Ensuite, au sens biblique, on va retrouver des choses plus ou moins équivalentes. Alors, je vous ai dit, la frontière entre le temps historique et le temps mythique dans la Bible se place plutôt avec l'épisode de Noé, donc si cité merveilleuse, il faut la chercher plutôt au-delà de Noé. Or, nous avons un exemple en fait de cité mythique dans la Bible, enfin du moins dans la tradition biblique, pas forcément dans le texte. Au temps des premiers humains, Adam et Ève, ils ont eu plusieurs enfants, Caïn, Abel et Seth. Caïn va tuer Abel, et puis Caïn sera en disgrâce, et puis en fait toute la descendance dans l'humanité viendra une partie de Seth et une partie de Caïn.
Toute l'humanité descendante de Caïn sera éradiquée au moment du déluge, et seule la lignée de Seth, via Noé et sa famille, survivront au déluge et passeront dans le temps historique via l'ère des patriarches, Abraham, etc., tout ce que vous voulez. Mais, dans cette tradition biblique, on nous raconte que Caïn aurait édifié une grande cité pour son fils, qui s'appelle Énoch, et que ses descendants auraient prospéré dans cette cité et atteint un haut degré de sagesse. De là, dans certains manuscrits médiévaux, on trouve la légende des 4 enfants de Lamech. Alors qui est Lamech? C'est un descendant de Caïn et de Enoch. Pas le Enoch, il y a 2 Enoch dans la tradition biblique, le Enoch, fils de Caïn, et un Enoch de la lignée de Seth. Là, on ne parle pas du Enoch du livre d'Enoch, de la lignée de Seth, on parle de l'autre Enoch, ou de la cité d'Enoch, de la lignée de Caïn. Les méchants, dans la tradition biblique. Donc, dans cette lignée, il y aurait 4 enfants à un moment qui interviennent, Tubal-Caïn, Jabal et une fille Néama. Ces 4 personnages auraient conscience que le déluge va intervenir, et donc ils décident de préserver toutes leurs connaissances en bâtissant 2 colonnes et y inscrivant dessus toutes leurs connaissances. Ces fameuses 2 colonnes vont survivre au déluge et seront retrouvées bien plus tard l'une par Hermès Trismégiste et l'autre par le philosophe grec Pythagore. Alors là, nous sommes évidemment dans un récit mythique, mais il y a l'idée que donc ces personnages de la cité d'Enoch auraient détenu de grandes connaissances dans les temps mythiques, des connaissances que l'on pourrait considérer comme étant la tradition primordiale. Voici un autre exemple, avec cette cité d'Enoch. Ensuite, on peut citer un dernier exemple, celui du continent perdu de Mu. Alors, la légende de Mu, c'est quoi? Eh bien, on nous raconte que dans l'océan Pacifique, il y a des temps très anciens, aurait vécu une civilisation extrêmement prospère, rivale de celle de l'Atlantide, que cette civilisation aurait disparu dans un grand cataclysme et que ses survivants, les héritiers, auraient édifié les bases des futures civilisations Maya, Inca, Aztèques, l'île de Pâques, etc., etc. Alors cette légende nous est rapportée, elle n'est pas du tout ancienne, elle ne date pas du tout de l'Antiquité ou des mythes anciens. C'est une construction moderne qui a été l'œuvre tout d'abord de Augustus le Plongeon à la fin du 19e et plus tard du colonel James Churchward au début du 20e siècle, qui en fait ont repris les éléments de la légende de l'Atlantide mais l'ont transposé dans un mythe basé plutôt sur les civilisations de l'Amérique. Donc avec Mu, on n'est pas du tout, encore une fois, sur une civilisation ancienne ou un mythe ancien, on est sur une construction moderne qui duplique le mythe de l'Atlantide à d'autres endroits géographiques. Et on va trouver d'autres exemples qui sont en fait des copier-coller de la légende de l'Atlantide avec la Lémurie et j'en passe et des détails. Alors, voici les principaux exemples de récits mythiques que certains chercheurs alternatifs vont rechercher ces cités disparues, puisqu'ils seraient l'exemple, l'illustration de cette tradition primordiale. Ils cherchent donc les preuves de l'existence de l'Hyperborée, les preuves de l'existence de Shambhala, les preuves de l'existence de l'Atlantide, de Is ou tout un tas d'autres cités. Alors, la première difficulté que posent toutes ces recherches, c'est qu'il entre en conflit avec la vision linéaire de la chronologie des civilisations. Je m'explique rapidement. Il y a l'idée que l'humanité dans la préhistoire, les humains étaient des chasseurs-cueilleurs, puis ils se sont sédentarisés, ont développé les balbutiements de l'agriculture, ils sont passés dans la proto-histoire, de là il y a l'invention de l'écriture, l'invention des premières sociétés, des civilisations de l'Antiquité, des empires de l'Antiquité, et tout ceci arrivant finalement jusqu'à nous. Donc une certaine vision linéaire du monde et des civilisations. Nous en reparlerons plus précisément dans la comparaison des civilisations plus tard, mais là restons sur l'idée simple d'une vision linéaire du temps. Or, l'idée de ces civilisations mythiques des temps passés entre en conflit avec cette vision linéaire du temps. Il n'y aurait pas, en réalité, cette courbe progressive, mais il y aurait eu des civilisations plus avancées dans des temps passés, avec une haute technologie, un haut développement de la civilisation, de la société, des cultures, etc., etc., de l'architecture, tout ce que vous voulez. Et donc il y aurait une rupture, un moment de déclin, une destruction possiblement, qui fait que l'humanité aurait perdu ses connaissances, serait redescendue au stade de la préhistoire ou de l'âge de pierre, et aurait recommencé son chemin d'évolution. Donc il y aurait non pas une cycle linéaire, mais une cyclologie avec une destruction et un retour. Alors, j'emploie le terme cyclologie, pourquoi ? Puisque si on parle du temps mythique, avec ces hypothétiques civilisations des temps mythiques, eh bien certaines traditions mythiques, comme par exemple chez les Incas, chez les Aztèques, chez les Hindous ou encore chez les Mayas, il y aurait l'idée qu'il n'y a pas une seule grande destruction, une seule rupture, mais qu'il y aurait en fait plusieurs cycles qui se succèdent. Donc il y aurait un temps mythique, une destruction pour arriver jusqu'à nous, mais avant, il y aurait une autre destruction, un autre temps mythique, un autre temps mythique, un autre temps mythique. Plusieurs âges de l'humanité, une cyclologie. Alors, là, ça nous pousse extrêmement loin, nous allons nous concentrer sur le temps mythique immédiat, si je puis dire, ce qui se place juste avant ce grand déclin. Et c'est quoi, justement, ce grand déclin ? Puisque, dans la recherche alternative pour
tenter de prouver l'existence de ces civilisations mythiques, il y a le problème du matériel archéologique et des données historiques. Évidemment, on n'a pas de documents qui attestent d'époque. On n'a pas un texte datant de moins 10 000 ou moins 12 000 ans qui nous parle de la vie des Atlantes ou des Hyperboréens. On n'a que des textes de l'époque antique qui hypothétisent de façon mythique ou romancée ces civilisations des temps passés. Donc, nous n'avons pas de source historique. La deuxième chose, au niveau du matériel archéologique, c'est que les données actuelles ne permettent pas de mettre en évidence des éléments de construction qui seraient prêtés à ces civilisations mythiques dans des temps lointains. Pour l'expliquer, il y aurait l'idée qu'à un moment donné de l'histoire, il y a une grande destruction qui aurait effacé, fait table rase de ces civilisations mythiques, qui aurait annihilé tout leur savoir et éventuellement leur construction, leurs vestiges, tout simplement. On y reviendra encore une fois plus en détail sur tout ceci. Mais ce qui est intéressant à ce stade, c'est d'identifier quelle est cette grande destruction. Alors habituellement, on va parler, vous avez immédiatement pensé à cela, c'est le mythe du déluge. L'idée d'une grande destruction à un moment donné, que l'on va retrouver dans à peu près toutes les civilisations de la planète. On le retrouve en Amérique, on le retrouve en Europe, on le retrouve en Asie, on le retrouve un petit peu partout, avec des récits légèrement différents. J'emploie le terme de déluge par simplicité, mais parfois c'est une destruction par l'eau, parfois c'est une destruction par le feu, une colère divine, etc., etc., je passe les détails. Mais on trouve toujours, dans toutes les civilisations, l'idée d'une grande destruction qui sépare le temps historique du temps mythique. Or, si cette destruction a objectivement, imaginons réellement lieu, elle pourrait en effet donner du crédit à ces théories en disant oui, il y a bel et bien cet état de fait, ce grand cataclysme qui fait que ça efface ce qui avait lieu avant. Donc l'identification de ce grand cataclysme est fondamentale dans la recherche historique des civilisations mythiques. Alors du coup, cela nous conduit tout naturellement à la question, y a-t-il des éléments historiques et archéologiques qui permettent d'illustrer ce qu'aurait pu être cette grande destruction ? Alors, on va citer quelques éléments. Tout d'abord, certains hypothétisent que ces civilisations mythiques étaient en conflit et qu'elles se seraient battues entre elles, qu'elles avaient un tel niveau de technologie qu'elles se seraient annihilées mutuellement. Je pense notamment au récit de James Churchward qui raconte la destruction mutuelle entre Mu et l'Atlantide. Alors évidemment, c'est un récit relativement récent qui date du XXe siècle et qui n'a pas de fondement sur le plan des sources anciennes, bien entendu. Mais c'est une tentative d'explication, disons cela. D'autres explications proposent qu'il y aurait eu un événement, par exemple une comète qui se serait abattue sur Terre, provoquant une immense destruction et que cela aurait annihilé les civilisations présentes à cette époque dans les temps mythiques. Certains hypothétisent que cette comète aurait pu frapper la Terre entre 9 et 12 000 ans avant notre ère, ce qui expliquerait pourquoi la destruction de ces civilisations mythiques. Ceci n'est pas prouvé à ce stade sur le plan historique et archéologique, néanmoins c'est une idée qui fait son chemin. La troisième et la plus commune, c'est la destruction hypothétique qui est illustrée par le mythe du déluge, bien entendu. Alors, j'emploie le mythe du déluge par simplicité, mais on va trouver le récit d'une grande destruction dans à peu près toutes les traditions et toutes les civilisations de la planète, sous des aspects légèrement différents. La plupart du temps, il s'agit d'une grande destruction par l'eau, mais parfois on parle d'un cataclysme de feu, etc., qui pourrait faire écho avec l'idée de la comète, par exemple. Cette idée du mythe du déluge, je vous ai déjà proposé une émission spécifique pour étudier cette question, donc là je vais rester dans les grandes lignes. La plupart du temps, pour tenter d'illustrer sur le plan historique ce mythe du déluge, on va s'appuyer sur l'affaire du Dryas récent. Qu'est-ce que c'est ? Préalablement, il y avait ce qu'on appelle une période glaciaire. Cette période glaciaire, ça arrive sur la Terre, il y a des phases de glaciation et de réchauffement, cela s'alterne, c'est sur des cycles extrêmement longs bien entendu, mais la dernière période glaciaire a commencé à prendre fin en moins 18 000 ans avant notre ère, et la phase de la fin, c'est à peu près 8 ou 9 000 ans avant notre ère. La dernière phase de ce dégel, si l'on peut l'appeler comme ça, s'appelle le Dryas récent. Cela a provoqué une montée des eaux sur toute la planète d'environ 120 mètres. Ceci est un fait réel, bien entendu. On prend cet événement du Dryas récent et cette montée des eaux pour illustrer le mythe du déluge en disant « voici la preuve, les civilisations mythiques ont été détruites à cause de cette montée des eaux qui est illustrée par le mythe du déluge ». Sauf que sur un plan un peu plus objectif, cette montée des eaux ne s'est pas faite soudainement. En réalité, elle ne s'est pas faite en un jour et une nuit comme dans le récit de l'Atlantide, mais c'est un processus qui prend entre 2 et 3 000 ans. Donc l'eau a bel et bien monté de 120 mètres, mais ce n'était pas un cataclysme soudain, mais quelque chose de progressif. Ce qui néanmoins a recouvert de nombreuses terres et peut expliquer que certaines villes aient disparu sous les flots, que leurs habitants les aient abandonnées et étaient s'installer plus loin dans les terres, etc., etc. Bien entendu. Mais
La montée des eaux d'Audrias récentes n'est pas une explication absolue pour expliquer cette grande destruction. Elle n'est qu'une piste de réflexion, mais n'explique absolument pas l'idée d'un cataclysme soudain. C'est un événement progressif, doux et lent, qui explique seulement des phénomènes éventuellement de migration ou de déplacement de population, de perte de certains habitats, mais pas soudainement. Alors, de ce fait, l'idée du grand cataclysme, de la grande rupture que l'on va retrouver dans toutes les traditions de la planète, est un archétype au sens mythique. Néanmoins, cet archétype n'est pas prouvé sur le plan historique, archéologique et scientifique. On est encore à ce stade dans l'état de l'hypothèse, avec des théories ou des modèles explicatifs plus ou moins construits, mais aucun ne fait consensus pour valider cette théorie du grand cataclysme. Alors, on peut poser la question, est-on sur un récit mythique qui illustre quelque chose d'historique dont nous n'avons pas la preuve, ou alors inversement, ce sont des récits mythiques, un archétype qui illustre un phénomène psychique dans un cadre religieux et symbolique. La question est ouverte, bien entendu. Mais maintenant, allons plus loin pour le moment, et si nous restons sur l'hypothèse de ce grand cataclysme qui aurait fait disparaître ces civilisations mythiques, il y a aussi l'idée que les civilisations antiques que nous connaissons seraient les héritières de ces civilisations mythiques, qui auraient eu des survivants, un savoir qui se serait transmis et qui aurait permis la renaissance des civilisations, la renaissance d'un nouveau cycle dans les civilisations aztèques, mayas, égyptiennes, hindoues, mésopotamiennes, etc., etc. Vous aurez compris l'idée. Donc, du coup, ces civilisations antiques seraient les héritières des civilisations mythiques. Alors, comment s'articule cette pensée ? Eh bien, c'est relativement simple. Certains chercheurs alternatifs, encore une fois, postulent que les grandes civilisations de l'Antiquité ont émergé spontanément, qu'il n'y aurait pas un chemin explicatif, c'est-à-dire les humains seraient passés en fait tout simplement du stade de chasseurs-cueilleurs au petit village, et tout d'un coup, ils seraient passés aux pyramides de l'ancienne Égypte, tout d'un coup, ils seraient passés aux grandes ziggourats, tout d'un coup, ils auraient eu l'écriture, l'agriculture, la civilisation, la société, cela serait arrivé spontanément. Le modèle explicatif est que il y aurait eu ces civilisations mythiques, la grande destruction, certains héritiers, ces héritiers seraient venus s'installer dans différentes régions du monde et auraient enseigné leur savoir, ce qui restait de leur connaissance des temps passés, aux peuples autochtones locaux, et ces peuples autochtones, donc soudainement, auraient acquis une certaine connaissance et auraient plus ou moins fait renaître la civilisation grâce à l'enseignement des dieux des temps passés. Et là, en fait, pour l'illustrer, il s'appuie sur les mythes, avec l'idée des dieux civilisateurs. En gros, les peuples des civilisations mythiques ne seraient pas des hommes, nous sommes dans le temps des dieux. Et en fait, ce sont tout simplement des dieux. Tout comme Abris l'Hyperboréen va en Hyperborée pour acquérir le savoir des dieux, tout comme les Tuatha de Danann sont venus par les flots, et ce sont des dieux qui sont venus s'installer en Irlande, et plus tard les hommes auraient hérité d'une partie de leur savoir, etc. Donc il y a l'idée en fait que les habitants des temps mythiques, les Atlantes, les Hyperboréens, Shambhala, etc., ce sont ni plus ni moins que des dieux. Après tout, dans le mythe de Shambhala, on nous dit bien que la cité est habitée par les Bouddhas et les Bodhisattvas, sorte de dieux, si l'on voulait dire, dans les traditions bouddhistes. Donc en gros, les dieux des temps anciens seraient en réalité des hommes très avancés, ou des très éveillés, si vous préférez, qu'ils auraient transmis leur savoir et auraient permis la gestation ou la renaissance des civilisations. C'est le postulat, qui est illustré en fait par les mythes des dieux civilisateurs, et que l'on va retrouver en effet dans à peu près toutes les civilisations. Alors du coup, voici comment s'articule la recherche et les théories sur l'hypothèse des civilisations antédiluviennes, avant le grand cataclysme, ou encore une fois des civilisations mythiques. Se posent là plusieurs questions. Y a-t-il une seule civilisation mythique unique et planétaire, une sorte de, non pas de nouvel ordre mondial, mais d'ancien ordre mondial, ou inversement s'agit-il en réalité de plusieurs civilisations mythiques qui étaient plus ou moins en conflit entre elles, un peu comme notre monde actuel avec l'idée d'un monde multipolaire, et que de ce fait, ces civilisations multiples ou uniques auraient permis, encore une fois, de disséminer leur savoir un peu partout, et ce qui expliquerait les cohérences dans toutes les civilisations antiques, pourquoi ils ont les mêmes archétypes mythiques, pourquoi ils ont éventuellement des architectures communes, pourquoi ils ont des récits mythiques semblables, pourquoi ils ont une représentation théogonique et cosmogonique semblable, pourquoi ont-ils tous un récit des dieux civilisateurs anciens. L'idée serait là que les récits mythiques et les allégories, en fait, seraient l'illustration de ce savoir des temps anciens que les habitants des civilisations antiques auraient transmis via le vecteur du mythe ou des textes religieux, si vous préférez.
C'est toute la construction de ce système de pensée. Mais maintenant, il va nous falloir aller un petit peu plus loin. Une fois qu'on a illustré ce concept de recherche, qui donc illustrerait la recherche de la tradition primordiale de la civilisation ou des civilisations mythiques, il nous faut voir si, objectivement, dans l'Antiquité, les civilisations tangibles que l'on peut observer, que l'on peut analyser et que l'on peut étudier ont des éléments réellement communs, ou si inversement, il y a des différences totalement abyssales. Pour cette deuxième partie, nous allons faire l'analyse comparative des civilisations. Tout d'abord avec la datation et la chronologie des civilisations de l'Antiquité qui nous sont bien connues. Ensuite, nous allons parler de l'architecture de ces mêmes civilisations avec certains types de monuments en référence. Ensuite, nous aborderons les indicateurs de civilisation, des éléments comme l'écriture, la métallurgie, l'agriculture, pour voir comment ils sont apparus et se développent dans ces mêmes civilisations.